Not your friend. Not your savior. Not your friend. Merci d'être venu, merci à ER Lille surtout d'avoir organisé cette conférence avec cette magnifique affiche que j'ai découvert de Hollywood à Jackie, comment des multinationales transmettent le virus de la pornographie à des prolétaires ubérisés. L'affiche est particulièrement bien trouvée avec, si j'agrandis un petit peu ici, bon, en post-prod ce sera plus clair, mais en tout cas Hollywood est en fait inscrit dans le logo d'une plateforme assez connue de streaming pornographique, qui est même la plus importante en termes de chiffres. Nous allons regarder ça. En introduction, je vais simplement reprendre la question posée dans le titre de la conférence. Comment des multinationales transmettent le virus de la pornographie à des prolétaires ubérisés? Déjà, c'est une drôle d'idée, mais c'est pourtant ce qui se passe. L'accélération actuelle, d'une certaine manière, de l'histoire fait que ce qui est indiqué dans ce livre est toujours valable aujourd'hui, certes, mais a tellement changé que quelqu'un qui l'ouvrirait dirait « Mais attends, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Les studios dont tu parles, c'est plus eux qui ont la main mise sur le marché. C'est plus comme ça que ça se passe. » Et c'est exact. Le marché a changé et le consommateur de pornographie est aussi le producteur de la pornographie, avec un système comparable à YouTube, en UGC, User Generated Content, sur la grande plateforme, notamment celle dont le logo semble apparaître dans le titre de la conférence, sur des plateformes de ce type-là, c'est en fait le consommateur qui crée sa propre chaîne et qui diffuse les films qu'il a fait chez lui. C'est une des nouveautés très récentes du marché, je dirais 3-4 ans. Et comment les multinationales transmettent l'esprit pornographique, le virus pornographique? Répondons tout de suite à la question. Eh bien, c'est par la répétition inlassable d'images de nus de plus en plus parfaites, de plus en plus inatteignables, de plus en plus addictives. Par la mise en concurrence de ces images les unes avec les autres, le mot anglais c'est performer, celui qui fait la performance, n'est-ce pas, la mise en concurrence de ces performeurs les uns avec les autres, au fur et à mesure se dégage au fil des années un sens, un esprit de la pornographie, et il y a un esprit, il y a un virus dans la pornographie qui s'est diffusé donc jusqu'aux spectateurs et spectatrices, puisque nous le verrons peut-être, les consommateurs sont aussi des consommatrices de plus en plus. Ces consommateurs qui non seulement pensent et vivent de manière intime, de manière porno, disons, les codes, le langage, les actes. Dans le langage, il est évident que voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. J'ai serré une MILF. C'est une chose. Ce sont des mots de vocabulaire. Bon, non, vous savez pas. Pour ceux qui savent pas, une MILF, c'est une maman très désirable. Ce sont des mots de vocabulaire qui n'existaient pas, en tout cas, il y a 15 ans. Vous auriez dit ça dans la rue, personne n'aurait compris. Hein, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et désormais, donc, les consommateurs se mettent aussi comme amateurs tout à fait décomplexés, parce que c'est aussi un point très important, c'est qu'il y a la croyance que le porno est une chose bénigne, que c'est quelque chose de bénin, et qu'on peut tout à fait, enfin voilà, que c'est un passe-temps récréatif. Le mot américain, je crois, c'est adult entertainment, les loisirs pour adultes, quoi. Voilà. Oui, parce qu'ils sont bien malins, ils ne franchissent jamais le seul interdit terrible qui là ferait fermer toute l'industrie, qui est de faire intervenir directement des mineurs. Donc ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, électrocuter des gadgets dans des cages à torture, faire des trucs pas possibles, mais la frontière jamais passée, c'est de s'en prendre aux mineurs. Ça, ils l'ont jamais fait, raison pour laquelle ça continue. La multinationale produisait le support et le contenu, elle ne produit plus que le support. La plateforme, n'est-ce pas, de streaming. Et le contenu, qui le produit? Le consommateur. En tout cas, le consommateur ou le tapis des viandes saoules, comme disait Céline, le kidam moyen. Voilà. On m'a posé une question quand je suis arrivé.
l'organisateur de la conférence m'a demandé qu'est-ce qui vous a poussé pour écrire sur ce sujet-là. J'ai trouvé de quoi répondre avec une petite citation de Michel Houellebecq dans un essai qu'il a écrit au tout début de sa carrière, avant même les romans qui l'ont fait connaître, et qui s'appelle Rester vivant. Un très très bel essai que je conseille vraiment de lire, très excellent, très facile d'accès, et qui traite, disons, du désespoir et de comment y faire face. La société où vous vivez a pour but de vous détruire. Vous en avez autant à son service. L'arme qu'elle emploiera est l'indifférence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'adopter la même attitude. Passez à l'attaque. Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler, l'envers du décor. Bien. C'est un petit peu ce qui a guidé mes lignes, je crois. Et un ami m'a dit aussi, quand je lui ai dit que j'avais écrit ces pages-là, il m'a dit, mais attends, mais tu montes un peu dans les tours là. C'est juste en fait qu'il y a un peu de blé à se faire pour des petits malins. Et ok, il y a peut-être une étrange division raciale du travail dans ce monde-là, mais il n'y a pas non plus de sociologie à faire. C'est juste une basse affaire d'argent, point. Eh bien non. L'enjeu, moi je prétends que l'enjeu de la pornographie mondiale n'est pas exactement de gagner de l'argent. L'enjeu, c'est de diffuser l'esprit de la pornographie dans la société, chez le kidam moyen, et particulièrement en Occident, pour que le consommateur en temps de crise se satisfasse d'un ersatz, comme un peu la pâtée donnée aux esclaves pour qu'ils tiennent encore physiquement le lendemain. Comment, quand vous êtes gavé de ces images-là, vous avez l'impression d'être satisfait, mais vous mouvetez moins, quoi, disons. Une petite anecdote comme ça, j'ai pris une fois un ferry pour aller de Ancon à Durrës. Durrës, c'est en Albanie. Le ferry était rempli d'Albanais, il y en avait même trop. En fait, on était 500 sur un ferry qui a 350 places. Et il y a eu une mutinerie parce que un des deux moteurs ne marchait pas, et donc on allait mettre 24 heures de plus à arriver au port d'arrivée. Et c'est assez drôle de voir de nombreux Albanais dans une ambiance où la plupart n'ont pas où dormir, donc des images assez étranges. Comment l'équipage grec de moins de 20 personnes a calmé 400 personnes en leur donnant à manger gratuitement et à manger une platée de pâtes. Le resto, ils ont fait un appel, ok, on est désolé, et le resto sera gratuit. Et chacun avait sa petite assiette de nouilles trop cuites, et ça a calmé tout le monde, quoi. Mais l'espace d'un instant, on avait l'impression que ces gens allaient prendre le contrôle du navire, quoi. Et je crois que c'est vraiment une leçon extraordinaire pour comprendre comment une minorité peut finalement faire à peu près ce qu'elle veut à une majorité, même une majorité énervée, quoi. Il y a aussi un auteur qui est publié chez Contre-Culture qui est très bien pour comprendre ça, c'est Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Une foule, elle peut être très énervée, et là c'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, et même ça peut être très légitime cette colère, mais elle n'a pas de sens, elle ne sait pas elle-même où elle va. Et notamment, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'accepte jamais qu'un chef émane d'elle-même. La foule se prend toujours des chefs qui viennent de l'extérieur. On l'a vu notamment dans les révolutions bolcheviques, il n'y en a pas un de la révolution russe de 1917 qui venait vraiment du monde ouvrier russe, quoi. Bien, je vais essayer de pas trop digresser aussi parce que j'ai un problème, c'est la digression. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à la pornographie, c'est que c'est un sujet qui est comme une espèce de petit disque, là, sur un plan, d'où partent plein de filaments. Et en fait, quand vous parlez de la pornographie, vous touchez plein d'autres sujets annexes, en fait. Ça appelle beaucoup d'analogies pour expliquer la chose, etc. Bien. Est-ce que, par exemple, j'ai pas déjà oublié quelque chose? C'est pour ça que j'avais tout écrit. Bien. Oui, il y a donc c'était la question du gain d'argent. On peut essayer de comprendre aussi quel est le but de journaux comme Le Figaro ou Libération. La plupart de ces journaux ne gagnent pas d'argent. Mais leur but, c'est de dire, de faire comprendre au bas peuple, de leur faire comprendre comment il faut voter, qu'est-ce qu'il faut penser sur tel et tel sujet.
mais ça ne gagne pas d'argent. Mais vous avez un énorme pouvoir quand vous diffusez des idées et que vous les plaquez sur la tête des gens comme ça, H24. C'est ça, les médias, et notamment une de leurs plus grandes, on le sait très bien, une de leurs plus grandes forces de frappe, c'est pas tellement de répéter une information en boucle, c'est aussi de taire les informations dont eux ne veulent pas entendre parler. Si tous les jours on apprenait que un énième Julien Dubois s'est encore fait tuer par je sais pas quelle racaille ici ou là, au bout d'un moment ça commencerait vraiment à nous énerver, vous voyez. Mais on fait en sorte qu'on ne le sache pas, quoi. C'est ça la force des médias, c'est de tout mettre sous le tapis, quoi. Bien. Sujet racoleur. La bonne critique aussi. Sujet racoleur. Le sujet est-il racoleur? Oui, c'est un sujet racoleur tout à fait. Mais cela dit, je pense quand même que un tiers des connexions à Internet mondiales, quotidiennes, constitue quand même peut-être un sujet de société valable. Alors, si je vous sors simplement 2-3 statistiques, ne serait-ce que celle de la plus grosse plateforme de streaming, c'est juste une d'entre elles, hein, mais il y en a une trentaine, donc ces statistiques-là ne concernent que celle-ci. Par exemple, en 2018, 33,5 milliards de visites sur cette plateforme-là. Chaque jour, 92 millions de visiteurs. Chaque jour, 92 millions de visiteurs. C'est-à-dire la population du Canada, de la Pologne et de l'Australie mélangées, quoi. Chaque jour. Voilà. Bien. C'est vraiment un sujet complètement caché dont on ne parle pas. Et quand on en parle, j'ai remarqué une chose, c'est que les ex-actrices ou alors les journalistes qui vont, ou alors les intellectuels qui vont faire un petit dossier, un petit livre dessus, ou alors un petit dossier dans GQ ou dans des petits magazines comme ça, genre Technicart ou tout ça, là, ils vont vraiment jouer la carte racoleur en faisant semblant de ne pas comprendre. Et surtout, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Où sont les questions terribles, les questions oratoires terribles à la zone interdite, à la envoyée spéciale? Vous savez, le truc fielleux de journalistes enquêteurs d'investigation, qui sont-ils? Où sont leurs réseaux? D'où viennent les financements? Ce genre de trucs. Et on nous le dit jamais, quoi. Alors voilà, quelques éléments de réponse dans ce livre. Et un imbécile m'a dit récemment, mais c'est un fourre-tout complotiste. C'est pas un fourre-tout complotiste. Les informations qu'il y a là-dedans, je suis allé les chercher moi, simplement même pas sur un site de dingo, sur le site qui est avn.com. avn.com, c'est Adult Video Network. C'est le syndicat américain de la profession. Okay, c'est le syndicat américain de la pornographie depuis une trentaine d'années, quoi. Vous entrez 2-3 mots-clés, vous entrez les mots-clés d'un studio et tout ça, puis après vous tombez sur les producteurs, sur 2-3 chiffres, sur 2-3, voilà, combien il faut, ça peut être assez étonnant, quoi. Et voilà, ils se cachent même pas, quoi. Je pense qu'ils doivent se dire, de toute façon on craint rien, on les emmerde, voilà. Bien. Une petite citation, si je peux me permettre. Je voudrais pas faire le mec qui saute au site. C'est très mal poli, mais je vais être obligé d'être ce genre de mec, puisque je voulais juste poursuivre sur l'idée de pâter un peu qu'on refile à des esclaves pour qu'ils se taisent. Allez, je vais faire en sorte peut-être que ce soit la seule citation. Oui, le porno concourt à la grande dissociation jamais mieux décrite que dans le passage de Matrix où Cypher déclare en mangeant un plat qu'il sait illusoire que, je cite, « les ignorants sont bénis ». Les ignorants sont bénis. Mais oui, bénis les cons, heureux les dupés. La connerie apporte confiance et certitude. Ce que l'on recherche dans la drogue, l'alcool et l'orgasme, c'est l'état d'hébétude, une soupape qui évacue au loin lucidité et scrupule enfin. Ici, le film de cul joue ainsi un rôle comparable au masturbateur de taureau dans les exploitations agricoles, métier authentique. Une fois bien branlé, le taureau se calme, se laisse mener docilement. Toute analogie faite avec des faits réels serait purement fortuite, n'est-ce pas? Bien. Alors, je voulais vous dire aussi ceci. Bien. Oui, la définition, peut-être. Allez, juste pour la définition du littré, qui était jadis le dictionnaire qui faisait autorité avant le petit Robert. Qu'est-ce que la pornographie selon le littré? C'est, je cite, traiter sur la prostitution.
et au sens figuré, peinture obscène. Quant à moi, je voudrais peut-être dire que la fonction, bon ça c'est la nature de la pornographie. Quant à sa fonction, la fonction de la pornographie est d'accoutumer à une chose fausse que l'on tiendra pour vraie et rendre extérieur ce qui est intérieur. Bien. Je vais simplement peut-être ensuite suivre le plan auquel je me suis plié dans le livre. En première partie, je voudrais parler des coûts sociaux de la pornographie. Les coûts sociaux de la pornographie, quels sont-ils? Vous avez des multinationales qui ont été la locomotive du business. C'est-à-dire que, si on regarde un petit peu l'historique de la chose, vous avez eu une évolution du support, et une évolution du contenu, et une évolution des modèles. Évolution du support, comment? Vous aviez, lorsque la pornographie de masse a été lancée, disons dans les années 60, vous aviez le cinéma porno, qui était là au nom de l'idéologie libertaire. On a le droit de tout montrer. C'était une petite révolte pour faire pour dire merde, disons, à une certaine ordre établi, quand Charlie Hebdo pouvait encore dire que le mal, c'est, disons, le juge, le policier et le militaire, quoi. Et voilà, pour dire genre, pour faire le petit quart d'heure insolent, vous aviez le cinéma porno, qui à la limite pouvait exister au nom de, je veux dire, au nom de gars qui disent on n'est pas dans une société théocratique puritaine, ceci aussi peut exister. Cette évolution, donc le cinéma, puis la cassette vidéo, puis le DVD, puis le streaming, c'est-à-dire vous êtes sur Internet, vous cliquez, voilà, peu à peu une dématérialisation, n'est-ce pas, du support. Cette dématérialisation du support s'est accompagnée dans le contenu d'une intensité toujours plus forte de l'image comme image explicite. Vous aviez au début, quand vous alliez au cinéma porno dans les années 60, bon j'y étais pas mais il paraît, vous aviez en fait un film dans lequel il y a du cul. C'est-à-dire que vous avez un film qui raconte une histoire avec un scénario tout à fait pensé, et puis il y a des scènes qui elles sont explicites et sont montrées, ne sont pas censurées. Puis peu à peu, le film est devenu en fait un film dans lequel il y a du cul est devenu du cul filmé, avec avec 100% du temps consacré sur la bande vidéo, par exemple, à la scène explicite. Et évolution des modèles aussi, avec au départ des professionnels un peu marginaux qui, peu à peu, sortent de la marge et prennent la place dans le système de divertissement, disons, classique. Alors là, je vais être obligé de prendre des mots de globish, ce qui m'embête beaucoup, je n'aime pas parler globish, mais vous aviez peu à peu, au début, le Deviant qui devient mainstream aujourd'hui. Voilà. La nocivité, la pornographie, ce n'est pas quelque chose de bénin, les images te poursuivent. Un garçon qui, comme souvent l'âge c'est 12 ans pour la première exposition, les images te poursuivent, tu veux les reproduire, tu veux les refaire à ton tour, tu y repenses. Ça va t'emmener faire si tu n'y prends pas garde, à des petits ennuis comme la dysfonction érectile ou voire peut-être s'en prendre violemment à tes camarades, enfin à tes camarades féminines. On sait que ça pose des problèmes de ce type. Le fait de considérer que ça leur ferait du bien et que ça serait une sorte d'éducation à la sexualité, c'est faux. Ça désinforme, ça oublie le consentement, ça présente une image très défavorable des femmes. Et moi, je suis surpris qu'une société s'étonne que la violence à l'égard des femmes augmente, alors qu'on laisse nos enfants en stabulation libre devant des images que personne d'entre nous ne supporte tant elles sont violentes. Je suis toujours étonné quand on l'a fait récemment avec Pierre de Brague. On était allé faire un micro-trottoir à Paris. Et alors on parle à des gens, notamment à des pères de famille qui sont là devant leurs enfants et qui te disent « Oh mais non, c'est pas grave, il faut en parler ».
par le dialogue, on peut tout résoudre. Faut juste expliquer aux enfants, bah voilà, ça c'est une image. Et puis alors, toi, tu as un autre destin, tu dois te situer autrement, etc. L'important, c'est pas d'empêcher que les enfants regardent le porno, c'est de leur expliquer ce qui se passe. On l'a même vu là dans le cas d'une famille qui croyait beaucoup à la vertu du dialogue, mais en aucun cas de l'interdiction ou de mesures fortes. Non, vraiment, le dialogue va tout résoudre. On va expliquer ça aux enfants. Au pire, c'est pas très grave non plus, on peut expliquer. C'est le moi-je, chacun décidera. Si c'est son choix, dans ce cas, c'est sa vérité. Lui, il te dit, j'allume mon téléphone, je regarde du porno et je fais ce que je veux. C'est ça que tu considères que tu dois mieux lui expliquer et pour qu'il le regarde de manière saine. De manière saine, parce que je pense que c'est possible. Donc un jeune de 10 ans qui regarde un boucaquet, il n'y a pas de problème. Fondamentalement, je n'en vois pas. Bon, c'était assez étonnant de voir des espèces de pères de famille parisiens comme ça, hyper... Enfin, on voyait les Parisiens petits malins qui en ont vu des vertes et des pas mûres. Et pour eux, c'est le dialogue, voilà, on va expliquer, c'est vraiment ça. Il y a assez peu de vision politique de la chose et de croyance en une interdiction, quoi. Bah non, ce serait Corée du Nord, vous voyez, ce genre de choses. Bien. Voilà, on a beaucoup entendu le hashtag balance ton porc, n'est-ce pas? Moi, je voudrais proposer le hashtag balance ton porn, n'est-ce pas? Voilà. D'ailleurs, rien que le mot, il est gênant, quoi. Pornographie dedans, il y a porc, il y a gras, enfin, je sais pas, c'est rien qu'à prononcer, vous êtes déjà sale, quoi. Bien. Du point de vue du consommateur, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le sens de regarder ça sur un écran et de faire ce que la personne a à faire, n'est-ce pas? C'est quand même vivre par le truchement d'un autre qui n'est pas vous. Et alors là, je vais juste finir de m'autociter. C'est observer sur un écran un autre homme avec une femme qu'on aimerait avoir pour soi. C'est donner raison au principe pornographique. C'est dépenser son temps, son énergie et parfois son argent, tous trois reversés à l'ennemi vainqueur de soi. Des masturbateurs sédentaires végétatifs enrichissent des acteurs et producteurs nomades. Mais d'une certaine manière, enfin, j'ai toujours été frappé de combien la concurrence des mâles, des garçons, est terrible pour avoir la fille. Presque partout où on va, depuis qu'on est ado, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de garçons que de filles. Vous allez n'importe où, dans la rue, dans un café, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ce qui oblige les garçons à être toujours le meilleur, à être toujours... Je veux dire, on sait aussi que 90% des bagarres, voire des poignardages dans les faits divers, ont toujours, en filigrane, une fille. Quand il y a une bagarre dans la rue ou dans une boîte, c'est presque toujours parce qu'il y a une fille. C'est pas forcément la fille qui a monté de mal pour qu'ils se battent pour elle, mais c'est presque toujours « t'as regardé ma meuf, pourquoi tu lui parles, t'as très bien vu que j'étais avec elle », ou alors le contraire, un type jaloux, un type un peu méchant, jaloux de voir une fille qu'il aimerait avoir avec un type, va exprès soit aller lui parler à elle, soit essayer d'aller inhiber et intimider le type. Enfin, je veux dire, des fois, quand je parle de ça à des types, ils haussent les épaules et tout, mais je sais pas, je viens peut-être j'ai grandi à Grenoble, principalement, je viens peut-être d'un endroit où qui est particulièrement violent, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça très souvent, et notamment d'avoir assisté à des bagarres affreuses, avec des gens qui finissent avec des blessures horribles, et je sais pas, enfin, ces choses-là, c'est aussi peut-être ce qui a fait que j'ai écrit ceci, mais bon, bref. Bien, la concurrence entre mâles est terrible, et pour fuir cette concurrence terrible que l'on aurait perdue, on irait se réfugier devant un écran pour aller regarder un type avoir ce qu'on voudrait avoir, et là lui consacrer notre temps. Il y a quelque chose vraiment, si on y réfléchit, qui va vous sevrer de soi-même, de la chose, quoi. Et ce qui peut vous aider, en plus du mouvement NoFap, avec toute son ascèse très, très intelligente, c'est vraiment haïr la chose, quoi. C'est vraiment haïr la chose, essayer de comprendre comment vous met dans une espèce de prison mentale où vous pouvez pas sortir, et le seul truc que vous pouvez faire, c'est engraisser, encourager ce système-là. Bien. La vraie faille
Oui, je voulais peut-être vous dire une chose, c'est sur sur l'espèce de... Dans une concurrence des mâles, il y a une hiérarchie des mâles. Ok. Dans cette hiérarchie des mâles, il est un secret de Polichinelle que le meilleur, en gros, celui devant qui on ferme sa gueule, c'est celui qui a le plus, c'est celui qui a le plus pratiqué, celui qui a le plus de succès. Et devant lui, c'est un peu le modèle et on voudrait reproduire ça à notre tour. Je lisais ce matin ce truc, c'est la vie de Alexandre, le Alexandre de Macédoine. Et alors, je voudrais peut-être juste vous le lire ici. C'est Alexandre qui vient de vaincre Darius, le roi Darius le Perse. Donc Alexandre est macédonien, Darius est donc fait partie des barbares. Et dans une bataille rangée terrible où Darius était en supériorité numérique, Alexandre et son armée l'a écrasé. Et il a accès au harem de Darius. Et alors on nous dit, il ne leur enleva rien de la suite et des honneurs dont elles jouissaient, et augmenta même leurs revenus. Mais la faveur la plus belle et la plus royale qu'il fit à ces femmes nobles et vertueuses, devenues prisonnières de guerre, ce fut de les préserver, de devoir entendre, soupçonner ou craindre quoi que ce soit qui fût contraire à l'honneur. Il ne s'en est pas... Il s'en est privé lui-même et il n'a pas cherché à profiter de ces filles-là, ni pour ses généraux. Alexandre, jugeant plus digne d'un roi, semble-t-il, de se dominer lui-même que de vaincre les ennemis, ne les toucha pas. Quant aux autres prisonnières de guerre, Alexandre, les voyant aussi remarquables par leur beauté que par leur taille, dit en plaisantant, les femmes perses sont une blessure pour les yeux. À leur charme physique, il opposait la beauté de sa propre continence et de sa chasteté, et il passait devant elles comme devant des statues inanimées. Bien, c'est pour dire que dans la tradition européenne, l'homme le plus respectable et le plus noble, c'est au contraire celui qui pourrait avoir toutes les filles, mais qui s'en prive par supériorité de la continence et donc de se consacrer à une seule femme, au lieu d'en toucher un maximum. Et remarque incidente, en fait, on voit sur l'écran le winner absolu, mais en fait, il ne se reproduit jamais. Il serait winner absolu s'il avait, enfin, dans la perspective darwinienne de la vie, il serait winner absolu s'il avait fait je sais pas, aux 4000 femmes qu'il a eues en un an, à chacune un enfant. Il aurait, n'est-ce pas, perpétué, transmis et répandu ses gènes dans le monde, et il serait devenu une sorte de patriarche, comme ça, pour des générations entières. Mais c'est pas ça qui se passe. Il n'y a jamais aucune procréation qui se passe. Et dans l'esprit pornographique qui se transmet au consommateur, le consommateur veut reproduire les mêmes choses. Et là, bon, je vais pas dire les mots ici, mais on voit bien que la procréation n'est pas possible par ces voies-là, d'accord, par ces manières-là. Même avec énormément d'amour. Et donc, voilà, c'est d'une certaine manière, il y a vraiment, on essaie vraiment de nous, enfin, ces images aiguillonnent les garçons vers la stérilité, quoi, vers la stérilité de fait. Même si eux sont fertiles, enfin voilà, la procréation n'est pas possible de cette manière. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bien. Pour illustrer très rapidement l'idée de en fait, dans la pornographie, vous avez un acteur qui, lui, vit réellement la chose, et puis vous avez, je sais pas combien de millions de gars en train de se tirer sur la tige. Ça m'a fait penser à cette image-là, peut-être en post-production on pourra la mettre, je ne sais pas si vous la voyez très bien ici. Elle est assez connue. C'est Zuckerberg qui est dans une salle de cinéma où il a fait asseoir des centaines de gens, de gentils, qui sont ici installés sur des chaises avec n'est-ce pas, des casques virtuels. Donc, tous les gens sont là, comme en plus vous voyez la tête d'imbécile que ça vous donne quand vous avez un casque virtuel. Bon, il y a 400 personnes avec ce truc là en train de regarder une réalité qui n'existe pas. Et il y a Zuckerberg tout content qui descend les marches en souriant. Enfin vraiment, on dirait ils sont bien sous mon contrôle tous ces imbéciles. Et voilà. Dans la pornographie, vous avez un type qui vit à peu près pour de vrai, mais pas tout à fait, on va peut-être le voir. Et puis des millions d'anonymes qui vivent pour de faux, quoi. Ceci concourt peut-être un petit peu à cette vie entièrement en toc
qui est la vie moderne. La rencontre, ça devient du porno. Les émotions, ça devient des séries Netflix. La maîtrise d'une discipline sportive, ça devient de la musculation. C'est-à-dire acquérir le muscle, mais qui n'est pas payé par la maîtrise d'un geste ou d'un sport ou d'une discipline précise, vous voyez. La nourriture, c'est quoi? C'est dextrose et glutamate, etc. Le soleil, c'est des UV. Enfin, voilà, c'est toute une espèce de vie comme ça, de vie pour de faux. Et il n'y a pas forcément toujours des petits malins qui tirent les marrons du feu, mais il y a toute une force comme ça énorme, toujours pour vous sortir du combat, vous évincer dans le virtuel et vous y maintenir, surtout vous y maintenir cantonné. Le grand secret sur lequel repose la pornographie, c'est sans doute la frustration. Et alors bien sûr, c'est l'espèce de truc honteux, tu vois. J'ai écrit ceci, il y a un imbécile qui publiquement a dit, enfin en gros, son analyse, c'est pour bien flinguer le livre, c'est de dire en gros, ah mais toi t'es un frustré, toi. Bon, alors que faire? Déjà, au lieu de juger l'œuvre, jugez la personne, et puis quand quelqu'un vous dit ça, vous entrez là dans la concurrence des mâles, avec tout ce que ça peut impliquer d'acrimonie, d'animosité. Vous répondez, alors vous allez répondre en exhibant votre palmarès, et puis là il va vous répondre, mais non, mais on s'en fout de ta vie, bah alors pourquoi tu m'en peux, enfin bon, bref. Mais la frustration, c'est quand même le moteur, et ce sur quoi reposent tous ces gigantesques chiffres, quoi, dont on n'a pas idée habituellement. L'ennui aussi est un grand vecteur. Des grands auteurs comme Sénèque, Schopenhauer, Pascal, Bernanos ont beaucoup parlé sur l'ennui. Par analogie, on comparait l'ennui. Par exemple, Bernanos le comparait à de la poussière qui vous vient sur les épaules, qui vous vient sur le vêtement. Vous tapez le vêtement, puis elle revient quand même. Au bout d'un certain moment, vous êtes toujours obligé de bouger et de vous occuper pour fuir cette poussière. L'ennui serait comme de la poussière. D'autres ont mis en évidence le fait que la vie de l'homme est terrible. Pourquoi? Parce qu'elle va comme entre Charbide et Scylla, toujours, elle circule entre d'un côté l'ennui et de l'autre côté la douleur. Ça peut être assez comparé à une journée de travail, disons, à une journée normale. Au travail, il y a peut-être une certaine dose de souffrance et de douleur. Vous êtes obligé, surtout si vous êtes salarié, de donner votre temps, votre énergie à quelqu'un d'autre dans un business que vous n'avez pas monté. Et puis, quand c'est fini, pendant que vous travaillez, vous pensez que à être tranquille chez soi. Et quand on est chez soi tranquille, tout d'un coup, c'est l'ennui qui arrive. Et qui va même peut-être vous faire préférer l'activité. Ceux qui ont, par exemple, des temps trop longs de vacances, on sait très bien qu'au bout d'un moment, ils ne pensent plus qu'à retourner travailler. Et on est dans une société qui a vaincu la douleur, qui a assez bien vaincu la douleur par les anxiolytiques, les antidépresseurs, la morphine, voire même l'héroïne, mais qui a ouvert des boulevards à l'ennui. 35 heures payées à rien faire, la CAF, le RSA, tout ça, c'est des manières de faire que le temps ne soit plus rien. Un curseur peut-être pour mettre ceci en évidence, une sorte de thermomètre pour le comprendre, c'est peut-être l'immobilier de loisirs à partir de la fin des années 60, avec Pierre et Vacances, Club Med, Center Parks. Tous ces business-là, tout d'un coup, sortis de nulle part, ont explosé complètement. Ils sont là pour pallier à l'ennui. On a de plus en plus de temps, mais de temps à faire quoi? Bien. Et d'autre part, la preuve irréfutable de l'ennui, c'est la consultation intempestive du smartphone. On connaît tous cela. Bien. Dans la pornographie, on sait qu'il y a par exemple un pic de consultation quand? Quel jour? Le dimanche. C'est le dimanche que la consommation est la plus importante. On le voit peut-être sur des diagrammes qu'on pourra mettre en post-prod. D'autre part, quelle est l'heure de la journée où la consommation est la plus importante? Eh bien, il y a un léger pic à 4-5 heures. Ça, c'est le moment où les collégiens rentrent de l'école. Et donc, ce serait le symptôme de l'ennui. Mais il y a un autre pic entre 22h et minuit. Et là, c'est pas l'ennui. Là, normalement, à cette heure-là, il faut dormir. Et ça veut dire que les consommateurs n'y arrivent pas. Et que pour eux, c'est ce qui va leur permettre de dormir. On sait que pour les garçons, la
la masturbation est aussi quelque chose qui va leur permettre comment dire, de passer à autre chose, de déconnecter leur tête, d'être épuisé, d'être voilà, d'être dans un état un peu d'hébétude et de pouvoir dormir. Donc voilà, de 22h à minuit, c'est le moment de la journée où il y a le pic de consommation. Bien. Voilà, ces statistiques concluent que le porno joue sur la solitude, sur le stress et sur le malheur aussi. Bien. En ce qui concerne maintenant la hiérarchie dont on parlait juste précédemment. Il y a une sorte de hiérarchie de l'accès aux femmes, ok, dans ce combat des mâles terrible. Je trouve que l'acteur est au sommet de cette concurrence. Ok, il est celui et le seul qui a accès aux femmes désirées de tous et qui est payé par tous pour cela. Il serait vraiment au sommet d'une sorte de chaîne alimentaire comme ça. Puis vous avez en dessous disons le playboy disons le baiser, quoi. Le gars qui a un grand succès avec les femmes, mais lui toujours quand même doit tout de même soit payer pour ça, soit c'est pas sa vie. Il faut aussi qu'il travaille à côté. Okay, puis vous avez le client de la relation réelle, donc le client de prostituée. Lui a accès à la relation réelle, mais doit payer pour ça. Puis vous avez tout en bas de l'échelle le client pour le porno, quoi. Le gars, même s'il paye, bon, peut-être que des fois il paye pas, puisque tout ça est gratuit et ça fait partie du jeu, que ce soit gratuit. L'idée c'est bien de diffuser ces images aussi. C'est une grande raison pour laquelle les studios ont fermé à cause du phénomène de quasar, de trou noir des plateformes de streaming. Mais vous avez en fait tout en bas de l'échelle, dans cette espèce de hiérarchie de l'accès aux femmes, vous avez le consommateur de pornographie qui, s'il ne donne pas son argent, donne au moins son temps. Et le temps c'est de l'argent. Bien. La réalité des acteurs, maintenant. Quelques petits éléments comme ça. Quand parfois j'en parle avec des gens, là encore, Manu m'en parlait, ou c'était David, les gens ne me croient pas, mais bon, notamment sur l'effet de l'homosexualité. Vous avez peu à peu une surenchère de virilité caricaturale, presque de viol simulé au fur et à mesure des années, qui s'impose chez les acteurs pour qu'ils soient encore dans la course, quoi. Il faut bien comprendre que tous ces gens-là doivent être bookés par le producteur sur le prochain tournage, et c'est un combat de tous les instants qui recommence à chaque nouveau tournage. Donc des performants de plus en plus violents. Il en va de leur réputation, de leur référencement auprès du pool de femelles. Ils sont en représentation permanente. Ils doivent époustoufler le producteur, la femelle, le consommateur. Ceci explique aussi que, en voulant recopier ce que certains voient sur l'écran, par exemple la chute du producteur de New York, Eric Schneiderman, en mai 2018, c'est un article dans Le Figaro. Les féministes militantes Michelle Manning-Barish et Tanya Selvaratnam disent avoir été, je cite, étranglées et frappées de manière répétée par M. Schneiderman alors qu'elles entretenaient une relation sentimentale avec lui. Voilà, ça peut aussi poser deux, trois problèmes à certains s'ils commencent à reproduire ce qu'ils ont vu sur l'écran. Mais ça peut poser aussi certains problèmes à certains performeurs eux-mêmes, notamment un assez connu, qui se fait appeler James Dean, mais pas comme l'acteur des années quoi d'ailleurs, des années 50, La Fureur de vivre. Mais bon, écrit d'une autre manière, ce type-là a été inculpé pour viol par une actrice, puis plein d'autres se sont mises dans la boucle et se sont aussi portés partie civile. C'était parce que ce type-là avait un tel succès qu'il se croyait invincible et intouchable, quoi. Il est devenu soudain le modèle masculin mondial presque. Le gars débarquait un peu en avance sur les tournages, allait voir les filles, il pensait qu'il pouvait en disposer à sa manière, et voilà, une a dit un mot sur Twitter, et puis hop, toutes les autres s'y sont mises. Bien. C'était voilà, d'autres aspects sur ce que c'est que la réalité des acteurs qui sont dans ce milieu-là. Le problème du consentement que posent des images très violentes, quasiment de viol simulé, effectivement. Où est le consentement, disons, de la fille, quoi, à un tel niveau de violence,
voilà, la catégorie appelée bondage, où est le niveau de consentement de ça? Je trouve que ça appelle à 2-3 questions, qui trouvent quelques éléments de réponse, mais dans les pages que vous, peut-être, allez lire. Bien. Je voulais aussi parler de ceci. La plupart des acteurs pornographiques, à hauteur de 3/4, sont en fait homosexuels. Ça peut sembler étonnant, mais dans une recherche toujours... C'est ça qui est très caricatural, c'est que dans une concurrence impitoyable des mâles, il reste plus que quelques-uns en haut, mais en fait ces quelques-uns en haut sont pour la plupart des homosexuels. Pourquoi? Parce que dans une recherche de maîtrise de son corps, de maîtrise parfaite de l'image, avec des gestes très caricaturaux, ou même un corps parfait au niveau de la musculature, on sait que les homosexuels sont beaucoup plus narcissiques que les hétéros. Les hétéros se laissent pousser le bide, d'ailleurs on a tous du bide ici, n'est-ce pas? Mais les homosexuels, eux, recherchent une image parfaite d'eux-mêmes, parce que leur attrait, c'est un autre même. C'est pas l'autre, c'est un autre soi-même, quoi. Et dans ceci, ils aiment voir chez l'autre celui qui est parfaitement lisse, comme eux-mêmes le sont. D'autre part, ce narcissisme va aussi les pousser plus à l'exhibition qu'au voyeurisme, qui sont deux penchants antinomiques, et apparaître sur l'écran. C'est quand même terrible si les garçons, notamment adolescents, y réfléchissent un peu, que les grandes personnes qui voient sur l'écran et qui pensent que ce sont des modèles ultimes de virilité sont en fait pour la plupart des homosexuels sous Viagra. À tel point que cette invasion de l'industrie par ces gens-là lui a posé des problèmes à l'industrie, lui a même failli faire fermer la porte. Quand je parle de l'industrie, c'est tout le monde qui est la majorité de l'industrie pornographique, qui représente la majorité de l'industrie pornographique, qui sont les vallées voisines de Hollywood à Los Angeles, les vallées de Chatsworth et San Fernando. D'ailleurs, sur une carte, c'est assez étonnant de voir comme elles sont proches. Et puis de là à comprendre que certaines personnes qui travaillaient dans le mainstream, donc dans Hollywood, sont passées de temps en temps pour faire des extras dans le porno. Vous comprenez aussi beaucoup de choses sur le fait que ce qui était cantonné à la marginalité devient de plus en plus mainstream. Mais oui, parce que derrière le rideau, ce monde-là, c'est le même en réalité. Le même. Bien. Et voilà, donc l'industrie a failli mettre la clé sous la porte 2 fois entre les années 2000 et 2010 à cause de scandales de MST qui venaient de se répandre, et de MST graves, syphilis et sida. Or, d'où venaient ces MST, alors que les acteurs sont testés régulièrement? Elles venaient en fait d'acteurs qui, comme ils sont homosexuels, avec des pratiques nettement plus à risque, avaient récolté dans leur vie privée des MST qu'ils commençaient à répandre peu à peu dans l'industrie, quoi. Et la dernière à avoir pointé ceci s'appelle August Ames, et elle en est morte. Alors, comment ça s'est passé? C'est simplement qu'elle a révélé le secret de polichinelle de l'industrie en disant « mais j'en ai marre de risquer ma vie, en gros, sur ces tournages qui sont pas protégés avec des types qui ont des MST ». On sait très bien que la plupart sont homosexuels et que donc ils ont des pratiques à risque et donc plus de risques et que donc en tournant avec eux on a plus de risques de recevoir d'être contaminés. Pour avoir dit ça sur son compte Twitter, c'est pour comprendre où on est l'industrie, toujours il faut regarder les comptes Twitter des producteurs, de 2-3 acteurs, vous regardez ça, là vous comprenez tout. Où est-ce que ça va, machin. Et pour avoir dit ça sur Twitter, tout d'un coup, elle a eu des centaines et des centaines d'insultes et de menaces. On va te pourrir ta carrière, ta vie est terminée, mais pas seulement ta carrière, on va te pourrir ta vie. Et lors de l'heure suivante, elle s'était suicidée. Elle s'était suicidée quand même. La pression et le harcèlement étaient trop forts. Et là, on nous embête toute la journée avec le harcèlement moral, le harcèlement sur les femmes, les violences faites aux femmes, etc. Ça, les journaux n'ont pas dit. Les journaux ont juste dit, on fait des petits brefs encarts, on dit une actrice pornographique américaine s'est suicidée. Ils n'ont pas dit le pourquoi de la chose. Le pourquoi de la chose serait très homophobe, comme on dit, et très, très subversif, quoi. Bien. Oui.
nous en étions à voilà, l'idée de narcissisme, etc. J'oublie beaucoup de choses quand je vous parle comme ça. C'est la raison pour laquelle aussi ces choses-là sont écrites et que je suis peut-être plus doué pour la page écrite que pour l'expression orale. Bien. L'esprit de la pornographie. L'esprit de la pornographie est une sorte d'acide qui attaque les roches très friables de notre société, disons moderne, libérale, très, très vulnérable. Un des organisateurs de la conférence me faisait la remarque juste avant de commencer, mais c'est très curieux en fait, qui regarde ça? Pourquoi c'est à ce point violent et dégoûtant? C'est que bondage, stepmom, l'inceste, c'est-à-dire, comme le disait, Rissen parle bien de ces choses-là. Mais pourquoi c'est toujours bondage, c'est-à-dire la violence, le sadomasochisme, interracial, stepmom, inceste, toutes ces choses-là ne nous concernent pas, enfin, ne concernent pas le consommateur moyen. Qui regarde ça? Bon, plusieurs choses. Première chose, peut-être que à force de regarder une image, il faut toujours aller vers le toujours plus. Okay, l'accoutumance vous pousse pour sortir de l'accoutumance à du toujours plus hardcore. Et d'autre part, est-ce que c'est pas aussi peut-être un peu le monde de ceux qui font ça, de ceux qui produisent ça? On peut jamais que produire ce qu'on a dans la tête et ce qu'on fait, voire ce qu'on vit soi-même. Est-ce que entre les années 2000 et 2010, les studios qui étaient alors encore tout puissants n'ont pas aussi répandu comme catégorie des choses que eux voyaient parce que ces gens-là sont un peu l'élite de la Californie. La Californie, c'est l'État le plus libéral des États-Unis, c'est aussi l'État le plus peuplé. C'est vraiment là où les choses se passent. Disons au niveau des mœurs, vous avez New York pour la finance et vous avez la Californie pour les mœurs, quoi. Et voilà, ils sont peut-être un petit peu en pointe, mais on sait très bien que dans par exemple, dans les mondes un peu d'élite, le sadomasochisme est une pratique courante. Quand Yves a essayé d'assassiner Yves Saint Laurent, Pierre Berger, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi tu as voulu assassiner Pierre? Sa réponse, ça m'a vraiment stupéfait. Il m'a expliqué que dans une séance de soumission que Pierre lui infligeait, il l'avait ligoté et Pierre lui avait obligé de manger ses excréments. On ne parlera pas de Strauss-Kahn, mais bon voilà, voilà, peut-être les autres pratiques aussi, donner sa femme à des gars du ghetto, c'est peut-être leur truc à eux, vous voyez, mais après ça arrive jusqu'ici, ça pose des gros problèmes parce que comment dire, déjà ça influence ceux qui arrivent dans un certain sens, mais ça influence aussi les adolescents à se comprendre eux-mêmes comme des merdes et dont le destin serait quoi? D'être des espèces de cuckold, ok, qui sont là croisant les bras et à refiler leur femme et ce serait normal. Et avec l'idée du porno bénin, mais ouais, c'est juste comme ça, mec, c'est juste non, c'est juste un délire, quoi, c'est juste comme ça. Non, c'est pas comme ça, ça porte beaucoup de sens, des actes comme ça. C'est jamais bénin, c'est jamais gratuit, c'est jamais ça va porter des conséquences. Bien, le silence complet des féministes, des vigilants, ok, toujours assez étonnant. On a toutes sortes. Voilà, si quelqu'un a écrit un mot bizarre sur l'établissement Bagelstein il y a une semaine, tout de suite on le sait et il y a une manifestation dans les 3 jours, quoi. Mais je veux dire, chaque jour, des milliers de nouveaux films produits avec toute la violence que l'on sait, soit morale, soit physique. Non, je veux dire, ça a soulevé les questions de personnes, quoi. Je veux dire, et quand bien même ces gens-là, enfin, quand même des vigilants ou des féministes commencent à dire il y a une image mauvaise de la femme qui est véhiculée dans le porno, déjà c'est vrai, mais il y a aussi, c'est aussi très lourd à porter pour le garçon qui voit ça. Ok, ça brutalise l'image de la femme, mais aussi l'esprit du garçon qui voit tout ça, qui a peut-être pas envie de le voir, quoi, mais qui là, on fait appel à son cerveau rectilien et hop, il est hameçonné, quoi. Toutes les prétendues subversions anti-porno
demeure très, comment dire, tout à fait sans risque, quoi. Je veux dire, elle ne porte pas de coups douloureux, tant que c'est juste des mots. Si vous ne désignez pas du doigt l'oppression et les oppresseurs, ça va rien faire, quoi. Vous les inquiétez en rien, quoi. Voilà. Je voulais passer un petit peu du côté de la vie réelle et bien me faire taxer de misogynie. Bon, comment dire, par où commencer? Alors, peut-être en parlant de la valeur et du coût d'une copine dans la vie réelle. Quand vous avez une copine dans la vie réelle, vous devez payer pour vous-même et payer pour elle. Et vous devez, surtout dans un contexte de divertissement, de Netflix, de divertissement perpétuel, toujours l'étonner. Ouais, mais je veux que tu me fasses rire, ouais, mais je veux que tu m'étonnes, ouais, mais je veux qu'il y ait la flamme, je veux que tu m'emmènes, je veux que tu Mais au bout d'un moment, tu travailles chaque jour, le week-end tu veux te reposer, tu peux étonner, mais pas tout le temps. Et tu peux pas, on ne peut pas fonder un couple sur l'émotion et l'étonnement perpétuel. Mais bon, voilà. Plaute, je crois, 3e siècle avant Jésus-Christ, disait un truc du genre mais allez expliquer à quelqu'un qui n'est pas gouverné par la raison des choses raisonnables. Bon, bref. Félix Nietzsche a dit: le choix d'un jeune aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se branler sur Internet ou de se mettre en couple. Et l'un, souvent, appelant l'autre, d'ailleurs. Grande puissance des femmes, l'actrice porno après les années 90. Les années 90, c'était l'époque de l'actrice porno de 30 ans, vulgaire, bronzée à l'enobiole, avec du maquillage très appuyé, le trait au crayon. Ok, bon, pas de doute, c'était bien la grosse pute. Pardon pour le terme, mais voilà, c'était ça. Il y avait vraiment le cliché. Peu à peu, ce cliché s'est évanoui, laissant place à quoi? À la teen, okay, la girl next door, la fille qui serait celle qu'on croise, celle qu'on a croisée dans la rue et qui nous fait vraiment tourner la tête, mais celle-ci, tout d'un coup, est devenue le modèle numéro 1. C'est normal, c'est-à-dire que vous vouliez voir à l'écran de manière tout à fait consommable et en pouvant mettre pause ce qui est si difficile d'avoir dans la vie réelle, mais qui est possible d'avoir. Souvent, si on s'en donne les moyens. Et donc, je crois que c'est une phrase de Debord que j'ai pas retrouvée, mais c'est Adrien Sajous qui me la disait la dernière fois lors d'une petite allocution commune qu'on avait à la radio ERFM. À mesure que l'image sur l'écran se rapproche de la réalité s'éloigne. Est-ce que j'ai la citation? Non, je n'ai pas la citation de Debord ici, je ne l'ai pas. Bien, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Tout ce qui était... Ah voilà, c'est ça, c'est que tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Comme cette citation s'applique bien à la pornographie et à la consommation de pornographie. Sur la copine, il y a aussi le fait que toutes les lois sont de son côté. Elle choisit tout, il faut payer pour elle, il faut la défendre en cas de problème. 90% des maraves ont lieu pour une fille. Regardez, souvent lisez les faits divers et essayez de savoir pourquoi la bagarre a eu lieu. Donc pour ça, il faut noter le jour du fait divers et ensuite rentrer les mots-clés quelques jours après. Et vous verrez, c'est presque toujours à cause d'une fille. Ou alors il y a un mec qui a voulu faire le malin devant une fille ou ce genre de choses. Et à tous ceux qui après avoir lu le livre m'ont taxé de misogynie, déjà c'est pas moi qui suis en cause, moi j'ai une vie qui est autre déjà, voilà, bien, et ces gens-là, notamment certains érudits là, bon bref, pourraient peut-être relire l'Iliade, et avec une paire de lunettes ce serait une bonne idée, parce que l'Iliade c'est quand même quoi? C'est l'histoire de une bande de barbares asiatiques, les Troyens, qui se sont pointés en Grèce et qui ont pris une des femmes d'un des chefs des Grecs et qui sont rentrés chez eux. Et eux, et ces gens-là, ont cru que ça allait se passer comme ça, quoi.
Alors, effectivement, de nos jours, ça se passe un peu comme ça. Mais à l'époque, ça se passait pas comme ça. Donc, à l'époque, ces barbares ont pris la femme de Ménélas, Ménélas le blond, le chef de Sparte, le blond. C'est écrit dans l'Iliade. D'ailleurs, à ce titre, si vous lisez l'Iliade, ne l'achetez pas en version de poche, achetez-la dans la belle version contre-culture. Une très belle version contre-culture avec un beau papier crémé. Enfin, vous pouvez regarder toutes les versions de l'Iliade que vous voulez, c'est vraiment une des plus belles, quoi. Bien. Je dis ça vraiment tranquillement, j'aime beaucoup les livres et voilà, je le dis, c'est une très belle version et en plus elle coûte que 25 euros, c'est donné, quoi. Normalement un truc comme ça c'est 50 euros. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'était la Grèce à l'époque? À l'époque, la Grèce, c'était le monde blanc. Ok, les Grecs étaient très différents des autres peuples alentours et en plus, ils avaient des règles à eux, un système à eux, un système beaucoup plus beau. Ils avaient la musique, ils avaient la philosophie, ils étaient plus intelligents. Ils connaissaient l'astrologie. Un mec pas connu du tout, Aristarque de Samos, je crois au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait déjà prouvé l'héliocentrisme. Quoi. Après, on nous dit, mais non, c'est la guerre entre l'Église et Galilée ou je sais pas qui. Pas du tout, ces choses-là étaient déjà expliquées bien avant. Et donc, cette civilisation-là, très, très belle, très précieuse, était aussi beaucoup moins vulnérable que la nôtre, avec un système de défense. Et donc, pour une seule femme, les Grecs sont allés déclencher une guerre et rechercher cette femme-là devant les murailles de Troie, et qui a fini par la destruction que l'on connaît. Bien. Vous avez... ici, je voulais parler de Wenger, mais peut-être pas. Baisse du... Oui. Pourquoi on en est arrivé là? Je voudrais en parler peut-être dans une deuxième partie, mais il y a quand même c'est peut-être ma vision des choses qui est due à une histoire personnelle, mais moi j'ai l'impression que on n'a jamais vu une société se faire envahir comme ça et se faire je veux dire, des gens qui accueillent des étrangers se faire mépriser à ce point-là, quoi. Il y a une baisse du caractère infamant de l'acte sexuel. Notion d'honneur sexuel chez Schopenhauer. L'acte étant la condition d'apparition du sentiment chez la femme, souvent. On dit que ce sont les hommes qui veulent baiser le premier soir. La pratique obligera tous ceux qui connaissent le sujet à dire le contraire. C'est la femme qui veut que l'acte ait lieu le premier soir. Sans quoi, elle ne veut plus vous revoir, même. Et alors bon, voilà. De toute façon, quand on parle de ce genre de sujet, tout de suite, des gens qui ont vécu les choses différemment, le voient différemment, et après d'autres s'énervent, parce que c'est toujours le sujet des bastons. Hein. La femme, c'est toujours le sujet des bastons. Et je vous raconte pas les messages qu'on m'envoie, quoi. Des messages même de menaces ou d'insultes un peu grotesques. Bon, bref, voilà, mais c'est comme ça, bien. Ceux qui connaissent le sujet pourront en parler de manière apaisée. Bien. Dans Misère du désir, il y a une citation que je voudrais vous dire de mémoire, c'est « La fonction morale de la pornographie, c'est de nous rappeler combien le sexe est vil. » Voilà, c'est aussi... cette citation m'a fait rebondir parce que, en fait, c'était une chose valable, à mon avis, dans les années 90. Et peu à peu, le système pornographique, ayant compris ceci, a fait en sorte que l'image soit justement de moins en moins vile, qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'il y ait plus, par exemple, qu'il y ait plus les poils. La diffusion si massive de l'épilation, notamment féminine, et c'est l'évidente influence de la pornographie qui est derrière ça. C'est évident, enfin, on le voit, quoi. Et peu à peu, la pornographie est devenue de moins en moins laide et vile, hélas, enfin, hélas, oui, hélas, disons, puisque son caractère addictif repose justement sur des images de plus en plus parfaites, avec des filles et des actrices de plus en plus parfaites. Ce qui était permis dans les années 2006-2008 avec le système du DVD payant qui faisait que les studios avaient de gros budgets, pouvaient attirer les filles les plus jolies, donc les plus rares. Parce que tout ça, c'est des critères. Hein, c'est la beauté qui est un critère, en apparence d'ailleurs, subjectif, à mon avis. Il y a des critères objectifs pour juger de la beauté physique. Et les plus belles étant les plus rares, demandaient plus d'argent. Et peu à peu,
quand les studios, peut-être que je vais pouvoir vous expliquer ça. Pourquoi les studios sont effondrés, je pourrais vous l'expliquer après. Quand les studios se sont effondrés, les principaux studios, il y en avait 200, tout d'un coup c'est passé à 20, entre 2008 et 2012. Quand ces studios sont effondrés par manque de budget, on a eu tout d'un coup la diversification vers quoi? Vers les catégories toujours plus violentes, toujours plus absurdes que l'on connaît aujourd'hui. Ces studios qui n'étaient plus capables de payer des très jolies filles pour rendre l'image puissante et addictive ont dû recourir à une diversification par le phénomène de la catégorie. Pasolini, Pier Paolo Pasolini, qui a connu l'Italie d'avant 40 et celle d'après, donc la société fasciste et la société post-fasciste, a dit ceci: la société pré-consumériste, traduction fasciste, avait besoin d'hommes forts, donc chastes. La société de consommation a besoin au contraire d'hommes faibles, donc luxurieux. Je vous laisse faire bien rouler ce théorème dans votre esprit. On a vu que... Enfin, on a vu, je ne l'ai pas dit, mais je voudrais le dire ici. Si je devais résumer la chose en une seule phrase, je dirais que la pornographie, c'est le sommet de la concurrence sur le marché de la rencontre. Le sommet de la concurrence sur le marché de la rencontre. Et récemment, Stéphane Edouard, qui m'a invité dans une de ses émissions, me disait, à juste titre, mais en fait, le type que tu vois, qui a l'air d'être en haut de la chaîne, il a la fille, mais seulement il l'a en location. Tout ça est simulé, tout ça est faux. Mais à la limite, on s'en fout que ce soit faux ou pas. Il est arrivé en haut de la chaîne, c'est ça qui compte. Disons, le gars est arrivé en haut de la chaîne et il est payé pour avoir accès à un modèle que la plupart des hommes veulent avoir. Et c'est-à-dire que la pornographie est devenue aussi la source de la concurrence sur le marché de la rencontre. Ce qui va nous permettre de comprendre comment on est passé de multinationales qui étaient là dans un business assez classique avec un produit et une vente à, tout d'un coup, un business UGC, alors désolé pour ces UGC plutôt, User Generated Content, ok, à la YouTube. Et c'est parce qu'en fait la pornographie est devenue la source de la concurrence sur le marché de la rencontre. Ce modèle-là est devenu le modèle à reproduire, et l'esprit pornographique s'est propagé aux spectateurs qui à leur tour deviennent propagateurs. Mais à l'origine on avait bien les studios à la Hollywood, mais Hollywood pour le porno, pour la marginalité. Et Hollywood, qu'est-ce que c'est qu'Hollywood finalement? Hollywood, c'est la maîtrise des films, c'est la maîtrise des émotions et des opinions. Quand vous avez le monopole pour diffuser des films de divertissement, vous avez une grande emprise sur ce que pensent les gens. Et de l'autre côté d'Hollywood, Chatsworth, San Fernando, ok, les autres petites vallées où sont installés les studios de pornographie, encore aujourd'hui, même s'ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a 10 ans, c'est la maîtrise de quoi? La maîtrise des flux pornographiques, c'est la maîtrise de quoi? C'est la maîtrise des mœurs. Okay, c'est la maîtrise des mœurs privées, intimes, cachées. Et qui est aussi un énorme enjeu. La maîtrise des flux pornographiques devient un enjeu incroyable, parce que vous allez pouvoir à peu près influer sur ce que vivent les gens en privé. Et si c'est pas vous, parce que vous ne la regardez pas, ça sera peut-être votre conjoint, vous voyez, qui voudra ceci ou cela, qu'elle ou qu'il aura vu. Si vous voulez, le combat, c'est pas qu'un combat à la moi-je, en disant mais moi je m'en fous, je suis sevré depuis 10 ans, je suis pas touché. Non, c'est pas que comme ça que ça se passe. Si c'est pas vous qui serez touché, ce sera peut-être un de vos proches, ce qu'à Dieu ne plaise, mais votre enfant, comment ça va se passer? C'est pas seulement le dialogue qui va suffire à faire que il y touche pas. Parce que si c'est pas lui, ce sera ses potes. Et on sait très bien que les enfants, un de leurs plus grands soucis, c'est de rester socialisés, okay, c'est d'être accepté dans la bande, et pour ça il faut être habillé d'une certaine manière, mais il faut aussi penser d'une certaine manière, regarder des choses, etc. Et voilà, un des grands... Il y a un entretien d'Alain Soral qui date de 2005. À un moment il dit un truc, ça m'est souvent resté, c'est qu'il disait on peut pas comprendre les positionnements, la plupart des positionnements des gens, on peut pas les comprendre si on comprend pas qu'en fait tout leur souci c'est de jamais rester seul en fait, et ils sont prêts à tout pour ça, quoi. À penser d'une certaine manière, aussi à voilà, c'est pas que moi, c'est pas que du moi-je. Les principaux studios
les principaux studios, eux, ils président au flux pornographique. C'est l'offre qui crée la demande. C'est l'offre qui crée la demande. Alors que tous les petits cours de marketing nous enseignent le contraire, que ce serait la demande qui fait l'offre. Mais non, c'est l'offre qui fait la demande. C'est toujours comme ça. Pour faire un petit parallèle avec, par exemple, un autre toxique moderne qui n'est pas la pornographie, mais qui est le shit, le trafic de drogue, d'ailleurs qui repose à peu près sur les mêmes mouvements. Disons, dans le shit, c'est l'offre qui fait la demande. Il n'y a pas une demande, réelle d'être sous shit. Si vous sevrez réellement une ville complète pendant un mois, ça va leur passer. Il n'y a pas une réelle demande de ça. C'est l'offre, c'est le fait de oh tiens, il y a ça, bah tiens, je vais essayer. C'est ça qui change tout. Et cet ignoble film Trafic de Steven Soderbergh, qui était sorti en 2000, nous fait croire que ce serait en traitant la demande qu'on va changer la société, qu'on va faire arrêter le trafic de drogue. Vous voyez, l'espèce de procureur joué, je crois, par Michael Douglas. Évidemment, sa fille, c'est un procureur ou un commissaire, je ne sais plus, qui essaye d'enrayer le trafic de drogue. Et en gros, sa punition dans le film, c'est que sa propre fille devient droguée et va chercher sa drogue chez qui? En plus, évidemment, merci Soderbergh, chez le dealer du coin, le bon mec du ghetto, et chez qui en plus elle dort. Bon, bref. Et voyant cela, le procureur joué par, je crois, Michael Douglas, cesse tout combat politique. Et dit non, c'est pas là qu'est le vrai combat. En fait, le vrai combat, c'est de m'occuper de ma fille. Et donc, je vais m'en occuper. Et elle, comme ça, elle va arrêter de se droguer. Et je veux dire, il y a quand même un petit message qui est envoyé, je trouve, un petit peu. Voilà, c'est le truc, c'est non, occupe-toi juste de toi, de ton petit précaré. Va surtout pas essayer d'enrayer le trafic de drogue. Je sais pas, peut-être que des potes à Soderbergh sont partie prenante dedans, allez savoir. De la même manière, la pornographie, il y a des analogies toujours intéressantes à faire. Effondrement du DVD et des studios a ouvert donc la catégorie assez niche dont on parlait. À partir du moment où il y a eu cette cassure en 2006-2008 du DVD qui s'est vraiment écroulé, à ce moment-là, l'industrie a pris déjà une première baffe. Il y a eu la crise aussi de 2008, donc tout a été ensemble, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une période où les gens ont beaucoup moins bossé, donc les agences ont commencé à faire baisser les tarifs des modèles. Il y a à peu près 70% du business qui a disparu en réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que vous aviez 200 studios dans les vallées dont on a parlé. Et tout d'un coup, ce nombre est passé à 20. Comment ça s'est passé? Eh bien, Internet a tout changé. L'accès à la pornographie via Internet a changé via l'espèce de grand conglomérat ManWin MindGeek, dont Wikipédia nous enseigne, qui serait tenu par un certain Fabian Tillman, qui serait une espèce de geek allemand, juste un surdoué de l'informatique, qui aurait lancé des grandes plateformes comme ça et qui aurait fait fortune. Bon... Ouais, sûrement, ouais, pourquoi pas. Puis bon, quand on cherche un peu, il y a d'autres gens, il y a Wissam Youssef, il y a des gens comme ça, bon bref. Mais il est évident que lancer une plateforme mondiale de cette envergure ne va pas reposer sur un type, qui serait en plus allemand, voilà, pourquoi pas au fin fond de la Bavière, tout ça est grotesque, quoi. Le principe, quel est le principe qu'a posé ManWin MindGeek? Voler le contenu au studio, le recopier et le distribuer gratuitement. Donc, recopier les DVD gratuitement et les diffuser, et recopier les DVD et les diffuser gratuitement. Par conséquent, les studios ne vendaient plus, puisque leur contenu était accessible gratuitement, ils se sont effondrés. Ils se sont fait racheter à bas prix, précisément par ces plateformes de streaming sur le modèle ManWin MindGeek. On ne va pas citer les noms, mais vous voyez toutes ces plateformes de streaming. Ils se sont fait racheter à bas prix précisément par ces plateformes de streaming, ou bien ont disparu corps et biens. Donc, c'est ainsi qu'on est arrivé à ce nouveau porno à la YouTube, où en fait le consommateur refait lui-même ce qu'il a vu, le diffuse et a sa propre chaîne comme sur YouTube, avec ses abonnés, avec tout ça. So when I was young, I had this dream to be a stripper or work in the porn industry. When I first discovered porn, I was like, oh my god, that looks amazing. Your whole job is just pleasure. Who wouldn't want that? And then shortly after I turned 18, he found a webcam when we were moving, and he was like, hey, why don't we try webcamming? I didn't even know what it was at the time. And he asked me if I wanted to do it. I was like, yeah, let's try it. Dans la transmission de ce virus, je voudrais peut-être faire juste une petite analogie avec la traite négrière transatlantique. C'est assez similaire finalement. Vous aviez dans ce business, au XVIIIe siècle, au XVIIIe, XIXe siècle,
des gens qui étaient des armateurs de bateaux d'esclaves. Nomadisme, idée de déplacement. Eux, ils ont fait du fric avec ça. Ils ont fait monter des esclaves dans leurs bateaux, qu'ils ont débarqués ensuite dans les ports de Charleston principalement et de Newport, Rhode Island, pour les vendre à des sociétés de distillerie d'alcool. Alcool d'ailleurs, bon, plus voilà, c'est du mal pour faire du mal, bref, mais de distillerie vraiment de torboyaux pour que les travailleurs américains puissent tenir au travail, quoi. Eh bien, c'est un peu le même schéma, puisque vous avez des armateurs Ashkénazes ou Maran qui ont lancé un business, et puis qui s'en sont débarrassés, quoi, et qui ont refilé le bébé et l'eau du bain à qui? Aux couillons de blancs américains, planteurs sédentaires sur le terrain américain, qui eux, voyant voilà, des masses de potentiels esclaves à faire travailler, les ont mis dans leur plantation, et il faut que la galère, quoi. Bien. Et bon, on peut pas tout dire là-dessus, mais on peut pas tout dire sur ce sujet-là, mais c'est peut-être encore plus subversif que ça. Bien. De la même manière, dans la pornographie, vous avez voilà, des malins qui ont fait du fric avec ce système-là et qui ont refilé le système ensuite aux couillons. Et c'est comme ça qu'on passe bien, comme le montre l'affiche de la conférence d'aujourd'hui, de Hollywood à quoi? À Jackie et Michel, quoi. C'est-à-dire le porno français, vraiment, où la caissière du supermarché d'en bas, voilà, va vous montrer ce qu'elle ne doit pas montrer. Cacher ce sein, je ne saurais voir. Bien. Et donc, voilà ce que je voulais. Voilà quelques analogies qu'on pouvait faire. Juste un mot comme ça, parce que vraiment, je ne peux pas me retenir de faire cette digression. Il y a un certain Richard Drayton et sa secrétaire Rachel Lang qui avaient lancé un site internet où vous pouviez retrouver vous pouviez retrouver des anciens possesseurs et propriétaires d'esclaves. Ok, donc vous rentriez un nom. Est-ce qu'un tel a été possesseur d'esclaves avant? Voilà, y compris dans le but de le faire chier, de lui demander de l'argent. Et j'ai demandé à ce monsieur Drayton, mais mec, mais tu fais ça, mais est-ce que, enfin, c'est pourquoi, comment il faut lire ton truc là? Parce que, je veux dire, tu ne parles pas du tout, par exemple, des armateurs de bateaux d'esclaves. Les mecs, ils sont pas, les esclaves, ils sont pas arrivés comme ça en Amérique. Comment ils sont arrivés? Tu ne le dis pas, ça, tu ne dis pas qui était derrière ça. Bon, la discussion s'est un peu échauffée évidemment avec lui quand j'ai prononcé des mots qui, voilà, si je commençais à lui dire que peut-être un monsieur Aaron Lopez de Newport avait contribué avait été un des plus gros donateurs pour la première synagogue des États-Unis. Et bon, alors voilà, il m'a répondu antisémitisme, etc. Bien, mais comme souvent, le sémitisme fait beaucoup plus de mal que l'antisémitisme. Ça, c'est un autre sujet, bref. Mais en tout cas, je lui ai dit, mais attends, je vais simplement prendre ton site de merde et puis on va regarder. Et Richard Drayton, on rentrait Drayton dans la barre de recherche avec les noms de famille pour savoir s'il y a des possédeurs d'esclaves. Les Drayton des Barbades, et lui venait de la Barbade. Oui, en plus, j'ai pas dit, c'est qu'en fait, ce mec-là venait de la Barbade. Et les Drayton des Barbades étaient parmi les plus gros possesseurs d'esclaves du lieu, vous voyez. Et lui, voilà, il est pas congoïde ou gapoïde, non, comme dirait Lesquin. Non, il n'est ni un ni l'autre. Bien. Voilà. Enfin, c'était la petite ironie de la chose. Bien. Bien. Alors maintenant, une autre partie qui va peut-être nous prendre un peu moins de temps, mais c'est une partie dont il faut peut-être parler. Il y a une certaine concurrence raciale pour les filles. J'appellerais cette partie la hagra sur les baptous. Okay, les gens pourront, voilà, je pense que c'est assez clair. Hagra, c'est faire la misère à quelqu'un. Les baptous, c'est les blancs. Ok, c'est comme ça en tout cas qu'on appelle les blancs dans, disons, la rue. Là, l'argot est autorisé. Si vous prenez l'argot français pour désigner d'autres personnes, y compris le mot latin, le mot latin pour noir, par exemple, ça va vous causer des ennuis, quoi. Bien. En 1937, Louis-Ferdinand Céline, dans un pamphlet terrible, avait cette phrase incroyable: « Un jour, les mots en J lanceront les mots en N sur les derniers carrés blancs et les réduiront tous, ivrognes, à l'esclavage. » Non mais c'est incroyable, comment il pouvait sortir ça? En 1937, il n'y avait aucun élément qui permettait de le penser.
il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser penser à un grand remplacement. D'ailleurs, l'idée de grand remplacement que l'on prête à Renaud Camus, en réalité, le penseur de ça, c'est Louis-Ferdinand Céline, dans le bouquin qu'il a écrit en 1937, Bagatelle pour un massacre. Il avait prévu qu'il y aurait une sorte de massacre anti-blanc, et tout le monde le prenait pour un fou, quoi, à l'époque. Tout le monde disait c'est excessif, c'est du délire, c'est faux, et c'est incroyable, ça s'est passé exact. Enfin, ce livre est prophétique, il est incroyable, ce livre-là. C'est le nombre de choses qui sont écrites dans ce livre qui se sont passées comme ça, alors que dans les années 50-60, vu que ça ne se passait pas, tout le monde disait mais vous voyez bien, c'était un fou. En réalité, ça s'est passé exactement comme ça. Et à tel point que c'est troublant, quoi. Il y a une capacité prédictive chez ce gars incroyable. Un autre gars qui était le maître de Louis-Ferdinand Céline pour le style, il l'a dit plusieurs fois, c'est Paul Morand. Et Paul Morand a écrit en 1928 un bouquin qui s'appelle Magie Noire, dans lequel il y a aussi tout sur ce sujet-là. Okay, la concurrence raciale entre tous les peuples du monde pour les mêmes filles. Les mêmes filles sur le critère de la beauté et de la beauté physique. Et la beauté physique, pour les filles, elle est objective. C'est une forme de visage, souvent c'est une forme de nez, parce que le nez c'est vraiment ce qui est au milieu de la figure, c'est ce qu'on voit en premier. Et un beau nez c'est très rare en fait à l'échelle de l'humanité. Et une fille peut dire amen à un type qui a pas un très beau nez, mais parce que peut-être la beauté physique masculine réside ailleurs, ou même certaines peuvent peuvent hausser un peu les épaules, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne les filles, il est évident que c'est cette partie-là qui est au cœur du regard, quoi, de ce qu'on voit, quoi. Évolution du bon et du méchant. Oui, on a vu récemment, toujours Hollywood préside à ces modèles-là, une évolution du bon et du méchant. On a vu apparaître des méchants, notamment l'acteur, il y a un acteur, vous pourrez regarder, un acteur qui s'appelle Ryan Phillippe. C'est une sorte de sosie de James Dean, mais du vrai James Dean des années 50. Et tout d'un coup, il est devenu un loser. On l'a toujours cantonné à des rôles de loser, dans Gosford Park, dans Collision, dans Flags of Our Fathers, dans des tas de films. Il a toujours des rôles ridicules, ou de loser, ou d'imbécile, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Des physiques de jeunes premiers, du blond bien fait, tout d'un coup deviennent des losers à ridiculiser systématiquement. C'est un phénomène assez récent. Je vous parle de ça parce que dans le même temps, il est évident qu'on a poussé, on le voit dans la publicité, dans les films mainstream et porno, que le winner ultime, c'est le noir. Et phénomène d'autant plus prégnant quand tout d'un coup vous avez dans des sociétés d'Europe, y compris d'Europe du Nord, tout d'un coup des masses de migrants qui arrivent, et on leur fait comprendre que leur image à eux, c'est l'image du winner, et on fait comprendre dans le même temps aux adolescents blancs qui sont coupables de tout, qui doivent se claquemurer et se recroqueviller, quoi. Voilà, dans un contexte pareil, je lisais récemment dans Le Monde un dossier, le sentiment de déclin des Blancs. Hein, quand vous prenez autant de migrants sur la tronche, qu'on vous ridiculise à H24, qu'on vous soumet, qu'on vous regarde mal dans la rue, et que si vous relevez la tête, c'est pas contre une personne, mais contre 10 que vous devez vous battre, il y a un sentiment de déclin. C'est juste un sentiment de déclin, n'est-ce pas? C'est subjectif, c'est pas vrai, quoi. Il y a la volonté de propager une image symbolique de la blanche soumise, d'humilier par l'image, d'accompagner et d'appeler à la hagra de la rue, quoi. Alors, je vais essayer de dire ça bien, c'est qu'en fait, il y a un lien direct entre l'image médiatique ou réelle vue dans la rue. Il y a un lien direct entre le fait qu'il y ait la blanche à black et le fait qu'il y ait la hagra sur les blancs, quoi. Alors, comment est ce lien? Sur quoi il repose? Alors, vous avez, dans d'autres sociétés que la nôtre, le fait que si une femme de chez soi se met avec un homme de l'extérieur, c'est une humiliation, c'est intolérable. Et il a été très surprenant pour des étrangers, arrivés, disons, depuis les années 60, de constater qu'ici, ils pouvaient venir et prendre femme ici, et que ça ne choquait pas les hommes d'ici. Je veux dire,
le mot de racisme toujours répété est ignoble parce que quand il est prononcé contre les blancs, parce que les blancs européens sont les moins racistes du monde, quoi. Pour le démontrer, amusez-vous si vous n'êtes pas du coin, pas du pays, à aller par exemple à Alger et vous balader main dans la main avec une fille du cru. Vous allez avoir des ennuis, on va vous jeter des pierres. Parce que vous n'êtes pas du coin, que vous n'avez pas à être là, que ce serait une honte, quoi. Et les populations disons, la culture d'origine des gens qui répandent la pornographie, ils ont aussi une culture tribale comme ça. Ils comprennent très bien ça. La plupart des blancs, ils s'en foutent, ils voient pas où est le problème. Ils haussent les épaules, quoi. Ouais, ben, les filles sont libres, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est pas comme ça que le sujet se pose quand tout d'un coup ça devient un phénomène de société, quoi. Et que surtout on vous bombarde d'images comme ça. Regardez les publicités, quoi. Il y a un projet, quoi. C'est évident. Dans la culture des métisseurs, qu'une de leurs femmes leur soit confisquée par une autre ethnie revêt un caractère infamant et honteux. Essaye de te promener au Maghreb main dans la main avec une fille de là-bas dont on sait de réputation que tu la fréquentes intimement, on te jettera des pierres. L'image de la blanche nue a des conséquences catastrophiques, mais aussi l'image de la fameuse Gwendoline, main dans la main avec des étrangers. Image jamais avouée complètement, mais en privé, les gars te disent, dans une discussion, mes frères, les gouerettes, c'est-à-dire les caucasiennes, en réalité c'est des putes, tu vois, c'est des mères, nos femmes pour se marier, leurs femmes pour se vider. Et l'image pornographique constitue un signal envoyé, c'est les gouers, les babtous, c'est pas des hommes d'accepter ça, ils méritent donc leur hagra, parce que nous on ne veut surtout pas devenir comme eux, à la fois parce qu'ils contreviennent au principe de la pudeur en laissant, entre guillemets, leurs sœurs les déshonorer. Ils sont donc des faibles, et on ne doit pas respecter les faibles, on doit en profiter. On a le droit d'en profiter. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Plus il y a ce phénomène-là, plus les blancs disons, plus l'adolescent blanc se recroqueville, plus on balance à l'envie d'images contre lesquelles il se révoltera jamais, et plus ça appelle à la hagra. Je voudrais bien faire comprendre, je voudrais bien faire comprendre ceci par oral, mais je l'explique mieux par écrit, qu'il y a un lien direct entre l'image d'un corps féminin nu, vu comme le corps appartenant à une certaine ethnie, avec le mépris qu'on peut porter à l'endroit des hommes de cette même ethnie. Voilà. Bien. Et donc, je dirais que ceux qui produisent ces images, ils ne peuvent pas l'ignorer, ça. Les fameux vigilants qui comprennent tout mieux que tout le monde. Si vous en avez un doute, regardez une critique que fait Alain Finkielkraut du film de Spike Lee. C'est quand Spike Lee il avait dérapé. C'était le film qui s'appelait Inside Man. C'est incroyable. Elle est sur Dailymotion, je crois. Elle n'est pas sur YouTube. Il a tout compris. Il est tellement parano, enfin, il est tellement malin qu'il en devient parano. Et qu'il arrive à voir des choses dans ce film dont le kidam moyen n'aurait pas idée. Résumons-nous, le braqueur est un justicier, d'ailleurs il utilise des armes en plastique, il simule à un moment donné le meurtre d'un otage avec de la sauce tomate, le bon flic est noir, les salauds sont, donc Madame White, représentante des Whites, les WASP, hein, et puis, ce qui m'a semblé être en effet un juif riche, c'est-à-dire un homme qui s'est frauduleusement, traîtreusement, ignoblement enrichi. Et donc, des vigilants à la Finkielkraut, il y en a plein. Il ne faut pas me dire qu'il n'y en a pas un, au moins, de tout cela qui a jamais vu ce que je dis. Et moi, j'aimerais bien aussi entendre Finkielkraut qui se joue toujours le champion des Blancs, et Zemmour aussi, son pote Zemmour, et Golnadel, ces gens-là, qui se jouent toujours le champion des Blancs, qui osent parler sur ça, sur ce par en dessous-là, vous voyez, cette espèce de petit élastique sous-jacent qu'on tire là comme ça. Eux, ils savent très bien ce que ça crée là. Ces gens-là, ils comprennent très bien ces choses-là parce que la femme appartenant à la tribu, en fait, c'est leur monde. Ils le comprennent très bien, ça. Anne Sinclair qui a dit dans un livre, bon, je reconnais que j'ai extrait la phrase du contexte, comme on dit. C'est vrai que c'est jamais très, très clair. Mais elle a dit « J'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. J'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. » Et j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un violemment antiraciste profère ce genre de vérité troublante. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que de dire « Je donnerai pas ma fille à un nègre ».
je le dis sans mépris, hein, je le dis sans mépris. Je sais pas, ils le comprennent très bien, eux, machin. Mais c'est juste que ils le savent très bien. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce que ça, c'est le cœur nucléaire du problème, quoi, dans le choc des civilisations. Et on peut très bien avoir ce mode de pensée-là sur ce mode de vie-là, je veux dire, sur certains points, c'est assez défendable même. Mais quand on débarque chez des blancs qui vous accueillent et en gros de leur dire bah c'est comme ça et on vous emmerde et voilà et vous pouvez rien faire et c'est bien fait pour votre gueule, là il y a un problème quoi. Voilà, c'est contre ça que je m'insurge bien. Et voilà. Je voulais aussi continuer sur... Voilà, eux, si bons algébristes, toujours pour récupérer une équivoque qui pourrait les mettre en danger, par exemple la quenelle, tout de suite ils ont repéré le truc, ils ont compris que ça pouvait devenir une sorte d'étincelle qui mettait le feu aux poudres. Tout de suite, là ils viennent, non mais vous comprenez, il y a quand même une responsabilité. Un monsieur qui est un personnage public, monsieur Soral, monsieur Dieudonné, n'ont pas le droit de faire la quenelle parce que quand vous êtes regardé par de nombreuses personnes, il y a tout de même, n'est-ce pas, une responsabilité. Toujours ce truc-là. Et là, il n'y a pas une responsabilité pour ce truc-là. Tu sais très bien cette image-là, quel impact, quelle résonance terrible est là, notamment sur des populations qui habitent en cité et dont le mode de pensée est différent du mode de pensée du français blanc élevé à l'école publique, etc. Et avec pas spécialement un fort ancrage religieux, ni identitaire, ni rien. Bien. Quant au point de vue de la femme, c'est juste, c'est quoi? C'est juste la femme caucasienne dans une société multiculturelle, c'est j'ai un choix plus étendu, je peux me donner soit au petit blanc mignonnet futé, soit à d'autres types me soumettre au plus violent. Pour elle, c'est tout bénef. C'est pour ça qu'on entend rarement des femmes s'énerver sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont, comment dire, dans la rencontre, où la rencontre deviendrait un marché, elles ont tout à gagner à la situation actuelle. Elles ont plus de choix. Et voilà, et plus de choix, ça permet de plus facilement quitter le petit copain qui serait devenu un peu chiant ou un peu plus exigeant, etc. Voilà, il y a aussi je vais m'attirer peut-être des critiques, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un certain instinct de mort qui est entré chez beaucoup de femmes qui ne veulent plus d'enfants, par exemple. C'est incroyable. Le nombre de femmes, vous parlez avec elles, ah non, mais moi je veux pas d'enfants. Déjà, je veux pas d'enfants avant 30-35 ans, et un nombre incroyable qui disent, je veux pas d'enfants, je veux vivre pour moi. Je veux vivre pour moi, je veux regarder des séries Netflix, faire de la gym, sortir avec les copines, et c'est incroyable. Je veux dire, cette société de merde est même arrivée à tuer l'instinct de vie chez celle qui porte la vie, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Oui, parce que la femme ne donne pas la vie, n'est-ce pas? Elle porte la vie, ce qui n'est pas pareil. Voilà, bon. Et si on me dit que je suis délirant sur l'aspect ethnique du lien entre violence et pornographie, vous avez qu'à regarder les bandes dessinées très bien qui s'appellent La vie secrète des jeunes, pas le film, La vie secrète des jeunes en BD par Riyad Satouf. C'est que des petites scénettes qu'il a vues dans la rue, qu'il reproduit en dessin. C'est génial. Ou alors sinon vous écoutez Bassem. C'est simple, vous écoutez Bassem. Quand les premières générations de rebeux sont arrivées en France, et ils sont partis pour baiser des Françaises. Est-ce que nous-mêmes on se disait pas, on va baiser des Françaises pour se venger? Tu vois, parce que nous, je te parle en tant qu'Algérien, il y avait comme un passé colonial, il y avait un... Oui, mais sauf que... Des Algériens, oui, mais sauf que... de dire je veux baiser une blonde. Oui, mais sauf que nous, voilà, on n'était pas dans... Bien sûr, sur ça, oui. Moi, le premier. Avant, les Maghrébines, voilà, elles niquaient pas avant, frérot. Petit, je voulais des blondes parce que j'avais, c'est comme un seum, tu vois, un seum pour se venger. Il faut dire la vérité, il faut être franc avec soi-même. Je suis pas délirant. Dans les autres sociétés, les autres cultures, dont une que je connais très bien parce que j'ai un peu un pied dedans et que j'ai vécu des deux côtés de la barrière. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces sujets-là me touchent peut-être plus, m'énervent et que je suis beaucoup plus, acerbe sur ces sujets-là que d'autres, disons que d'autres blancs qui eux croisent les bras, haussent les épaules et voient pas où est le problème, comme ils disent. Je vois pas où est le problème. Ça c'est toujours le truc qu'on entend toujours. C'est peut-être parce qu'ayant connu des deux côtés, j'ai l'impression de voir qui est victime et qui ne l'est pas, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est quand même hallucinant que même des blancs deviennent anti-blancs au point de pas voir ces choses-là et qui sont évidentes, quoi. Je veux dire, il y a vraiment il y a un racisme anti-blanc incroyable. Et si c'est pas racisme le mot exact, je sais pas, c'est vraiment c'est exploitation. Il y a une exploitation des blancs, quoi, de leur naïveté, de leur indolence, de leur vulnérabilité qui est incroyable. Et je le dis aussi pour les gens que ça interroge, c'est que
c'est pas être de droite que de défendre les Blancs. En fait, c'est être de gauche aujourd'hui, puisque tout a changé, puisqu'ils deviennent partout une minorité, et une minorité qui est très précieuse, parce que c'est d'elle que viennent toutes les innovations technologiques. Je veux dire, vous avez vu Interstellar, si un jour il faut quitter la Terre et trouver une solution pour l'humanité, c'est des mecs comme celui qui ont fondé Virgin, la société Virgin, qui réussiront à trouver ces fusées-là ou ces choses-là. Je veux dire, on repose sur... la plupart de notre confort actuel repose sur des ingénieurs qu'on n'a jamais vus et qui sont tous des types à nom allemand, anglais ou français, quoi. Ou italien, tout à fait, italien du Nord, n'est-ce pas? Alors peut-être. Bon, mais ouais, non, mais c'est vrai, mais voilà. C'est dans un contexte de persécution des Blancs. Défendre les Blancs, c'est plus un truc d'extrême droite, c'est un truc de gauche en réalité. C'est la bonté, c'est le bon cœur, c'est l'empathie. Voilà, c'est l'empathie qui vous fait agir dans un cas comme ça. Et c'est pas ces conneries de journaux. Ah, le suprémacisme blanc. Vous avez essayé de défendre les blancs, vous avez parlé. Donc vous êtes un suprémaciste blanc. Non. Et moi j'appelle tous les non blancs aussi à défendre les blancs, à laisser personne dire des choses. Enfin, à laisser personne dire ces saloperies là sur eux. Quand il y a des images toujours pour rabaisser les blancs, c'est aussi les non blancs qui doivent parler. C'est pas chacun dans son coin. Moi, ma communauté, mon petit truc, mon machin. Ça c'est la situation idéale pour le geôlier de prison panoptique. Hein. Ça c'est le gars. C'est le gars, vous savez ce que c'est qu'une prison avec vision panoptique? C'est que vous êtes au milieu comme ça, et vous voyez toutes les cellules, et chaque prisonnier n'a vu que sur vous. Mais vous êtes le chef geôlier de la cellule, vous voyez tout le monde. Et là, chacun dans sa petite communauté, dans son petit moi-je, se recroqueville comme ça. Il y a quelqu'un qui est bien content aussi de faire monter le communautarisme d'une certaine manière. Jusqu'à un certain point, ça peut être utile de se préoccuper des siens, mais moi, d'un certain côté, je voudrais bien que, au bout d'un moment, par exemple, quand il y a des métis, ce ne soient pas toujours des métis à la Obama, à la Booba, à la Noah, toujours des types qui sont toujours pro-noir, anti-blanc, toujours ça, toujours quoi. Et je voudrais bien qu'il y en ait un peu de 2-3 dans l'autre sens qui osent ouvrir leur tronche, quoi. Voilà, c'est tout. C'est bien. Il y a vraiment un problème, c'est que la pornographie est là pour propager une espèce de pouvoir discrétionnaire, comme le vainqueur antique qui mettait le pied sur le cou du vaincu pour signifier devant toute l'assemblée réunie, ça y est, c'est fini, il est vaincu, il est écrasé. Dans la pornographie, il y a l'image qui est donnée de la femme caucasienne est catastrophique. Les féministes n'en parlent jamais, elles s'en foutent. Voilà, tous les gens de gauche s'en tapent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là, quoi. Je voulais peut-être simplement, en fait, pour pas rester trop longtemps, parce que j'aime pas travailler pour rien, et je voudrais peut-être simplement vous lire ici une petite réponse à un entretien que j'ai donné dans un journal assez confidentiel qui s'appelle Z, et comme c'est un très bon journal, mais assez confidentiel, il sera lu par assez peu de gens, je voudrais simplement répéter la réponse que j'ai faite dans ce journal. Julien Rochdy rappelait récemment qu'il n'y a pas de guerre entre hommes et femmes. C'est exact. Il y a une guerre entre tous les hommes pour un petit nombre de femmes qui sont les plus belles sur les critères objectifs de la statuaire grecque, celle de l'ethnie caucasienne. Le sens profond de la colonisation migratoire, du harcèlement de rue et de tant d'autres ennuis actuels n'est pas ailleurs. Céline disait que ce qui tue, c'est l'instinct de conservation. Dans mon petit livre, le personnage de Cyril dit à l'autre personnage que la blanche de gauche harcelée dans la rue n'a qu'à s'en prendre à la responsable de ses malheurs, qui est sa consoeur la blanche à black, pompe aspirante à immigration. C'est à cause d'elle que les harceleurs enhardis par ce qu'ils voient dans la rue et sur leurs écrans proclament entre eux que « Mais les Gwendo frères, regarde, c'est des putes, elles kiffent nos sars, mais celles qui refusent, par contre, c'est des racistes, elles, il faut les punir. » Ces filles, somnambules des volontés dont parlait Céline, n'iraient jamais habiter la case en merde séchée de leur amant, ni partager son ragoût de mouche tsetse, ces deux produits du génie national pour lesquels elles votent avec leur chatte et leur cul, excusez-moi. Non, elles restent ici bien protégées par les lois des Blancs et par tous les bolos cocus philogines, ainsi parle Cyril. Quant à moi, voyez-vous, je ne ressens pas du tout la pitié que vous, les Blancs de souche, témoignez généralement envers les femmes, ni la sidération qui vous prend quand vous en voyez une pleurer, ni le piédestal où vous les mettez, ni rien de tout cela. Les femmes ne sont pas sacrées. La plupart sont des menteuses, des profiteuses et des manipulatrices sans aucun sens moral, Schopenhauer. Ce sont peut-être mes origines arabes qui me tiraillent loin des valeurs de l'Occident, pour blasphémer comme cela, je ne sais pas, mais j'ai vu assez de maris ruinés, d'amis tombés 5 ans en dépression pour une rupture et d'autres suicidés par des manipulatrices qui les avaient poussés à bout. Quand vous tombez au chômage, la femme vous quitte.
quand vous tombez au chômage, la femme vous quitte. Quand la femme tombe au chômage, l'homme l'entoure de soins. Mais en définitive, j'ignore ce qui est le plus dégoûtant. Est-ce que c'est la pute à squatter migrant bien soumise, bien ravie d'être salopée, ou est-ce que c'est le blanc cuck qui ne voit pas où est le problème? Difficile à dire. Si je ne passe jamais à l'action violente, c'est parce que NSJC m'interdit de tuer les putes à coups de pierre. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Et que je jette ma rage dans une œuvre écrite. Il m'est bien égal de passer pour un énergumène. Je suis certain d'avoir 20 ans d'avance sur les vaches qui regardent passer les trains, ou de passer pour un racialiste trouillard qui a peur que son sang soit dominé. Je ne suis pas un blanc pur et j'ai toujours assumé seul la vérité que je sens. Le monde, pour vivre civilisé, a besoin de blancs nombreux, heureux, aimés, dont le rayonnement se communique alors partout. Mon intérêt égoïste est que les blancs triomphent de leurs démons, et c'est l'intérêt de tous les non-blancs aussi, même s'ils le taisent souvent par hypocrisie, ingratitude et attentisme. Toutes ces blanches honteuses qui ont avalé l'esprit du diable sont agies par cet esprit et sont en train de participer à l'extermination des blancs, à l'extirpation de toute beauté, de toute paix possible. Bien. Un dernier aspect sur la consommation de pornographie, c'est qu'à terme, on empêche simplement la reproduction. Il y a une gestion des populations sur un mode un peu darwinisme, mais darwiniste social. Il y a un con qui me disait « Ah ouais, donc c'est pas la faute au producteur, c'est la faute à Darwin ». Un petit sarcasme comme ça. Mais il est évident que quand vous maîtrisez les flux pornographiques et que vous les diffusez dans un certain esprit, on l'a vu toujours bien en se concentrant au maximum sur le monde, disons, européen et caucasien, il y a des conséquences que ça va porter, et sur la reproduction elle-même, sur la capacité de reproduction elle-même. Solzhenitsyn disait « On a servi les peuples plus facilement par la pornographie que par les miradors ». C'est incroyable de la part d'un gars qui, précisément, a vécu sous des miradors dans des goulags, quoi. Et le gars avait compris ça. Il n'y avait pas de pornographie de masse à l'époque, mais ça commençait tout juste. Et dans ses discours qu'il avait fait, il avait fait une tournée de conférences en Amérique. Voilà, il avait déjà compris, quoi. Le gars était capable de comprendre par analogie ce qui se passait, et voilà. 2-3 mots sur l'avenir de la pornographie. Un des points les plus importants de l'avenir, à mon avis, c'est qu'il y aura de plus en plus de catégories incroyables, genre par exemple que des acteurs qui ont été, je le sais parce que je regarde leur compte Twitter, des acteurs qui sont connus depuis 30 ans, notamment celui dont je parle dans la deuxième partie, Sean machin. Il s'est mis récemment à quoi? Aux trans, à taper non plus à consommer non plus des filles, mais des trans. Et c'est par là que ça peut sembler un sujet de blague, ça peut sembler incroyable, mais je suis persuadé qu'à terme, on fera rentrer ça à la population. Voilà, à moins d'un miracle, ok, mais une divine surprise, tout à fait, merci. Mais voilà, je veux dire, ça sent vraiment ça. Voilà, des choses absolument aberrantes, il y a encore 5 ans, deviennent normales. Bien. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que les coûts sociaux de la pornographie, le choc psychologique, permet précisément la hagra sur les babtous, c'est-à-dire le choc concret physique. Et de la même manière que, disons, à la guerre, un tir de barrage permet ensuite l'assaut par les troupes sur place. Oui, voilà, Céline parlait des troupes de choc, n'est-ce pas, de certaines personnes. Bien, une puissance quasi irrésistible de la pornographie, notamment chez les adolescents, qui vivent leurs pulsions les plus fortes à cet âge-là parce que les plus neuves, puissance quasi irrésistible car s'inscrit dans un mouvement plus global, et il y a une certaine vanité de prétendre y résister dans un esprit de chacun pour soi. On peut certes tout à fait se faire violence, et c'est tout à fait faisable, l'ascèse, le mépris aristocratique du commun, le nofap, la haine aussi de la chose, mais il y a peut-être aussi une certaine lutte à poser à un échelon supérieur. De la même manière que pour empêcher le shit de se répandre dans la société, il faut peut-être au bout d'un certain moment le bloquer quelque part, l'arrêter. Pour faire ça, il faut être disons, un incorruptible. Voilà. Je veux dire au niveau politique, être un responsable politique qui soit un incorruptible. Bien, et voilà. Mais d'ailleurs, en ce qui concerne le shit et la pornographie, c'est à peu près la même explosion de consommation depuis 2000, et c'est à peu près les mêmes propagateurs. Et parfois, ça explose en pleine lumière, affaire El Malais, affaire Afflelou, vous regarderez si vous voulez. Et donc, bon, l'avenir serait simplement aussi que la chose serait de plus en plus, encore plus normalisée et encore plus déviante.
encore plus déviante avec des catégories plus déviantes, mais encore plus normalisée dans le sens où il y aura peut-être, je ne sais pas, l'application, peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, j'en sais rien, mais il y aura peut-être l'appli smartphone pour telle ou telle plateforme. C'est tout à fait possible. Ou d'autres choses dont l'avenir aura le secret. Bien, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si vous avez des objections, surtout, dites-les-moi, pas de complaisance, surtout. Et voilà, je suis content que vous soyez venu ici, ça me touche, et je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long.